Hello, hello tout le monde. Bienvenue pour le live de ce mercredi. Ça fait plaisir de vous revoir. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vais vérifier que tout fonctionne, évidemment. Toujours bien vérifié. Hop, hop, hop. Alors, est-ce qu'on est bien en live? Ouais, c'est parfait. Bien, bien, bien. Comme vous voyez, j'ai mis mon petit bonnet parce qu'il fait quand même assez froid. Et donc, voilà, moi je j'ai pas envie de me choper un rhume du cerveau. Du coup, j'ai mis mon chouette petit bonnet. Alors, au programme d'aujourd'hui, vous avez donc, vous le voyez ici en dessous, c'est donc, on va parler encore de jeux, hein, comme d'habitude, ça change pas. Je vais un peu essayer de vous expliquer comment faire le tri dans les jeux, parce qu'une fois qu'on est un peu passionné de jeux de société, très très vite on a envie d'acheter tout, et donc un, ça prend beaucoup de place, et deux, ça coûte cher. Donc je vais essayer un peu de partager avec vous comment moi je fais pour, voilà, pour faire un peu le tri dans tout ce que j'ai. Parce que déjà, un, j'ai plus de place et j'ai plus, j'ai pas d'argent non plus pour ça. Donc voilà, je vais un peu partager ça avec vous. Après, je vais faire un petit exercice aussi qu'on peut faire ensemble. Parce que récemment, une formation m'a demandé des jeux par rapport aux sciences, de manière générale. En tout cas, des jeux de société. Alors, il en existe quelques-uns, surtout les jeux pédagogiques, mais moi, je suis pas fan. Et, euh, et du coup, il y en a plus dans les jeux de vidéo. Mais sur le moment, je savais pas donner d'exemple, évidemment, de jeux vidéo sur thématique science. Et donc, on va faire ce petit exercice ensemble de, de chercher quel jeu vidéo on peut facilement trouver sur une thématique science, quoi. Donc voilà, j'ai un peu zioté comme ça très vite fait avant de démarrer l'émission, mais donc on va pouvoir faire ça ensemble. Après, je vais parler du catch. Voilà, catch pour parce que voilà, c'est pour les gens qui commencent un peu à me connaître maintenant, vous savez bien que j'aime bien faire des liens entre des choses totalement improbables. Euh, et donc ouais, je vais un peu vous expliquer le lien entre le catch et le jeu, évidemment, et puis le quotidien, quoi, notre quotidien, de ce qu'on peut trouver autour de nous. Et après, vers 15 heures, du coup, hein, comme d'hab, après une heure, je vais parler des objectifs du développement durable. Alors pourquoi c'est pertinent de les connaître, etc. Donc voilà, c'est un peu le programme de la journée. Donc, si vous voyez en live, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à follow la chaîne, à suivre si ce n'est pas déjà le cas. Et puis si vous regardez en replay aussi, hein, pareil, hein, n'hésitez pas à suivre et à m'envoyer un message et tout après dans les commentaires ou quoi. Donc je propose qu'on voilà, on va démarrer notre petite scénette du jour. Alors je vais capturer la fenêtre. Hop, tac tac tac. Voilà, My Ludo. Hop, et faire la petite transition. Bien. Donc vous avez vu que j'ai fait aussi un petit changement hop, de décor. Mais bon, voilà. Alors, comme vous le savez maintenant, pour ceux qui ont déjà suivi les premières émissions, personnellement pour ma ludothèque, j'utilise MyLudo parce que c'est vraiment très très pratique. Et ça va être pratique aussi du coup pour faire le tri. Alors, comme je vous expliquais, quand on est passionné de jeux de société, c'est un peu comme passionné de jeux vidéo ou autre passion, hein, pour les bibliothèques par exemple. Sauf que, évidemment, euh, voilà, les jeux vidéo maintenant, ça se fait de plus en plus de manière dématérialisée. Donc, c'est-à-dire qu'on n'achète plus forcément les boîtes, on peut tout télécharger. Et, euh, et du coup, ça ne prend que de la place que sur un disque dur. Les jeux de société comme les livres, ça prend plus de la place en bibliothèque. Sauf si, évidemment, les livres, vous les achetez en version digitale et compagnie. Donc ça, c'est voilà, ça c'est autre chose. Mais de manière générale, c'est quelque chose qui prend de la place. Et contrairement aux livres aussi, ça coûte quand même un peu plus cher. Et donc faire le tri dans tout ça, c'est pas facile. Alors, comment moi je m'y prends pour essayer de faire un peu le tri? Donc, j'ai plusieurs critères pour acheter. Un, c'est me dire, est-ce que c'est vraiment un classique?
Genre, un peu comme si c'est un film, voilà, absolument qu'il faut voir dans sa vie, quoi. Donc, euh, donc j'essaye voilà, déjà de faire le tri par rapport à ça. Est-ce que c'est vraiment un classique, indémodable, un peu un jeu qui a marqué genre, l'histoire du jeu, quoi. Donc ça a été un des critères d'achat pour moi, c'est d'essayer d'avoir des grands classiques. Donc Catan, Carcassonne, etc. Même si c'est pas forcément ce jeu que je vais beaucoup sortir, c'est juste le côté effectivement je l'ai et avoir ces petites collections quand même, c'est satisfaisant de dire je l'ai, quoi. Euh, à côté de ça, évidemment, comme j'utilise le jeu de manière professionnelle, l'idée c'est de se dire tiens, est-ce que ce jeu est pertinent pour une animation ou autre. Si vous n'avez pas ce problème-là, ben, tant mieux, ça fait déjà un truc en moins à acheter. Mais pour les animations, c'est vrai que il faut aussi que je me pose des sous-questions. Donc il y a déjà, est-ce que ce jeu est intéressant en animation? Est-ce qu'il apporte quelque chose en animation? Et surtout, est-ce que ça correspond pas déjà à un truc un peu déjà existant? Je pense notamment à tout ce qui est jeux de langage. Les jeux de langage, j'en ai plus en plus, c'est vraiment blindé. Et du coup, bah, si j'en ai déjà quelques-uns avec moi, j'ai pas besoin d'en avoir 300 dans ma ludothèque, rien que pour dire je vais faire des animations, quoi. Parce que comme je suis pas le plus grand fan des jeux d'ambiance, forcément c'est beaucoup pour les animations que j'ai acheté ça. Parce qu'en général ça marche super bien, ça marche super bien avec les gens qui jouent pas ou très peu, ou qui sont pas en tout cas beaucoup dans le jeu de société, les jeux d'ambiance. Ça marche toujours et en plus c'est relativement pour des gros groupes aussi les jeux d'ambiance ça passe bien. Donc c'est pour ça que ouais, je me pose ces questions-là. Tiens, est-ce que ça peut marcher aussi pour ça? Donc voilà, est-ce que c'est un classique ou pas? C'est un critère d'achat pour moi. Évidemment, maintenant j'ai quasiment tous les ce que j'estime classique. Après bon, ça, c'est un autre sujet. Certains diront classique, d'autres pas. Mais en tout cas voilà, la plupart je les ai. Euh, Sinon, ben voilà, il y a beaucoup que j'ai acheté pour les animations, maintenant beaucoup moins, parce que j'estime avoir ouais, aussi atteint quasiment le maximum par rapport à ça. Et on vient ensuite avec l'idée de ce que j'achète vraiment pour moi. Et alors, comment faire la sélection? Parce que surtout qu'on aime un peu tout. Alors, c'est évidemment regarder les thématiques et les mécaniques. Moi, il y a des thématiques qui me parlent pas. C'est bizarrement, genre les thématiques un peu dans l'espace. Autant en film ça me parle, autant en jeu de société, je sais pas pourquoi, ça m'a jamais beaucoup parlé. Et puis il y a des mécaniques, voilà, moi c'est vrai que je suis un peu plus coopératif quand même que compétitif. Quand c'est les jeux compétitifs, j'aime bien où il y a un minimum d'interaction que pas du tout. Parce que j'aime bien embêter les autres, mais il faut aussi accepter que les autres nous embêtent. Ça, c'est aussi un gros souci. Il faudrait un jour que je vous en parle. Parce que c'est grave en fait. À chaque fois, j'ai l'impression que bah, j'essaye de bien jouer. Et du coup, on me repère vraiment comme quelqu'un, enfin, un potentiel gagnant. Et genre au milieu de la partie ou quoi. Alors du coup, il y a un peu, pas tout le monde forcément qui m'attaque, mais il y a une personne qui va m'attaquer. Mais le fait qu'elle m'attaque fait toujours gagner une autre personne en fait. On va dire c'est logique, mais en fait la personne qui m'attaque perd presque volontairement, enfin sans s'en rendre compte non plus des fois, juste pour m'empêcher de gagner. Donc c'est assez frustrant de se dire que stratégiquement elle n'attaque pas finalement la première personne, elle m'attaque moi alors que je suis pas en premier. Mais c'est juste qu'à mon avis, il doit y avoir quelque chose qui donne l'impression que je suis premier. Et, euh, et donc du coup, ouais, faudrait que j'analyse ça, un de ces quatre. Euh, et donc, les jeux que j'achète pour moi, comment je fais? Alors déjà, je me dis, ouais, ça vraiment, c'est le truc que je veux, le truc que je vais jouer régulièrement, des choses comme ça. Ça, c'est d'office un critère. Après, ça va être genre, est-ce que je vais le sortir une fois ou pas? Et ça, il faut se dire que euh, par rapport justement hop, à MyLudo, euh, c'est voilà, c'est intéressant quand même euh, de prendre euh, de prendre ça parce qu'on peut se faire des listes. Moi, par exemple, j'ai la liste, hop, hop, si ça veut bien arriver, j'ai la liste envie de jouer où il y a genre 95 jeux.
Voilà, c'est des jeux, voilà, y a un peu de tout et n'importe quoi, mais j'ai envie au moins d'y jouer une fois. Et là-dedans, du coup, à l'époque, c'est vrai que c'est limite si je les mettais pas tous dans ma wishlist. Maintenant, vous voyez, j'ai plus que 21 jeux dans ma wishlist. Mais franchement, voilà, ça m'a permis de faire le tri. Et je me dis, voilà, Suspect par exemple, ouais, j'ai envie d'y jouer, mais est-ce que si je l'achète aussi, est-ce qu'il va vraiment sortir ou pas? Voilà, c'est des trucs comme ça. De Crew, est-ce que ça vaut la peine que je l'achète? Enfin, voilà, je sais que c'est genre du bon jeu ou quoi, mais je me dis, voilà, ça c'est des jeux que j'ai envie au moins de jouer une première fois. Et si vraiment ça me plaît, je sais que ça va ressortir. Là, peut-être que effectivement je vais les acheter. Mais au moins de faire ce tri dans sa tête, de dire, allez, vraiment, est-ce que je vais y jouer régulièrement? Est-ce que je vais l'utiliser en animation? Ou est-ce qu'il va juste prendre de la poussière et voilà quoi. Donc, ouais, il y a des jeux comme ça, effectivement. Soit j'y ai pas joué, donc je sais pas, mais c'est juste que la thématique, pourquoi pas. Et, euh, et d'autres, effectivement, bah oui, c'est pour faire un peu le tri, quoi. Donc je sais qu'il y en a qui sont bons, on me dit qu'ils sont bons, mais j'y ai pas encore joué. Donc, et je me dis peut-être qu'une partie me suffirait. Voilà. Donc voilà, je suis de plus en plus, du coup, à faire le tri par rapport à ça. Et juste laisser dans envie de jouer, voilà, mon petit truc, pour dire, ok, ça, je vais un peu tester à l'occasion. Et c'est surtout de se dire que, en fait, tester un jeu, découvrir un jeu en tout cas, plus que tester, il y a vraiment moyen de le faire plus ou moins facilement. Déjà, il y a tout ce qui est barrageux, il y a toutes les ludothèques. Ici à Bruxelles, il y en a énormément. Évidemment, il n'y a peut-être pas toujours tous les jeux qu'on veut, mais il y en a quand même pas mal. Il y a évidemment le fait d'avoir des amis qui sont dans le jeu de société ou quoi, ben, qui eux achètent les jeux. Et donc, il y a moyen de jouer avec eux. Et, donc, ouais, il y a maintenant, il y a de plus en plus d'activités, jeux de société à droite à gauche, voilà, les petits events un peu partout. En tout cas sur Bruxelles. Donc, ça, c'est cool aussi. Et donc, il y a relativement moyen de jouer régulièrement aux jeux de société. Le seul problème, c'est évidemment les gens. Enfin, trouver des gens avec qui jouer. J'allais dire, le problème aussi, c'est de jouer parfois avec, mais... en tout cas, c'est ça. Jouer à des jeux de société, c'est un loisir qui est relativement accessible. Encore faut-il trouver des gens et un groupe avec qui jouer. Donc là, dernièrement, j'ai été dimanche jeu de Nîmes. Ben voilà, c'était du côté d'Anguin. C'était une occasion aussi de découvrir des jeux. Donc j'en ai joué à quelques-uns. Voilà, il y a par exemple je vais pas dire un nouveau King Domino, mais voilà, un nouveau jeu style King Domino, donc inspiré de King Domino, parce que c'est voilà, même auteur et compagnie, ça s'appelle Moon River, je crois. Je sais pas s'il est déjà... Hop, Moon River, je crois que ça s'appelle. Hop. Donc pour les fans de King Domino, parce que quand même, il n'est pas encore... Je sais même plus si c'est Moon River le nom en plus. Peut-être en deux... Voilà, Moon River. Sorti le 13 octobre. Ouais, donc il est tout récent. Et donc c'est comme King Domino. Hein, vous voyez, c'est bleu-orange. Il met ici la petite icône King Domino. C'est Bruno Catala aussi. Voilà, c'est Johan Servet, Régis Torres à l'illustration. Donc c'est la même équipe. Et en fait, comme vous voyez sur l'image, plutôt qu'avoir un domino, vous allez créer vous-même votre domino. Donc vous allez mettre vous-même la seconde partie, ici par exemple de la ferme. Évidemment, il y a voilà, des petites vaches qui vont compter sur des points. Il y a plein d'autres petits trucs. Voilà, il y a les pépites d'or, les maïs. Enfin, tout ça, ça va vous permettre d'engranger les points. Donc voilà, et là, contrairement à King Domino, vous voyez, avec les petits cow-boys et tout, il y a moyen quand même de temps en temps aller ennuyer les autres. Donc voilà, il y a un côté plus interactif et le côté construction de son domino qui apporte quand même quelque chose de nouveau par rapport à King Domino le King Domino de base, quoi. Donc voilà, ça c'était une occasion de jouer, découvrir ce jeu. Donc voilà, donc profitez des événements qui existent.
Euh, Évidemment, ça se passe plus euh, au printemps, été et un peu en automne à cause de la saison, mais que je dis, il y a de plus en plus d'endroits où il y a des gens, ou alors c'est juste des passionnés, c'est pas forcément quelque chose de vraiment très officiel, mais il y a de plus en plus de passionnés qui, voilà, qui aiment partager aussi ça, et donc ils vont dire, on va prendre un bar, ils vont dans un bar ou un café du coin, et ils organisent toutes les semaines, tous les mois, ou quelque chose comme ça, ben, une petite soirée jeu. Voilà, moi j'ai un ami qui fait ça de côté Berghem Satagat. Je sais que ça existe aussi du côté de Jette une fois par semaine. Voilà, et donc dans différentes communes, il y a des mini-clubs de jeux informels qui sont là, et donc plein de gens qui se voient pour jouer, donc ça c'est chouette. Et donc voilà, ici du côté de Saint-Gilles, je ne connais pas malheureusement, moi qui habite Saint-Gilles. Je sais qu'il y a le bar à jeux déjà, mais voilà, si je veux juste aller dans un petit endroit pour jouer avec des gens que je ne connais pas, c'est plutôt l'aspect, ouais, petit club de jeux. Pourquoi pas un jour créer ça, parce que moi aussi, mine de rien, même en connaissant des gens, ben voilà, je cherche quand même aussi des gens pour jouer à mes jeux, parce que j'en ai quand même beaucoup, et beaucoup qu'il faut que j'ai acheté, mais que je n'ai pas encore joué, ce qu'on appelle la pile de la honte dans le jargon. Donc moi j'ai quand même une grosse pile de la honte, mais bon. Donc voilà un peu les questions que moi maintenant j'essaie de me poser pour éviter de faire le tri. Donc vous voyez que voilà, je suis plus qu'à 21 jeux sur ma wishlist, et c'est vraiment des jeux qui soit ont un intérêt pour moi en animation, soit apportent voilà, une mécanique originale et compagnie. Donc Génotype par exemple, ben, voilà, c'est lié à la biologie, donc ça clairement c'est un truc très intéressant en animation. Bon, il coûte un peu cher pour l'instant, mais bon. Flux, voilà, il est très original parce que c'est un jeu où les règles changent à chaque fois qu'on pose une carte en fait par rapport à ça. Donc il y a plein de conditions qui changent. Donc c'est un jeu tellement original que voilà, il faut l'avoir. Ark Nova, voilà, c'est aussi je crois que c'est un jeu qui s'impose comme un classique. Donc voilà, Pessoa. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que d'une part j'ai joué et il a le côté, je trouve que il est pas 100% expert, il est entre initié et expert, hein, donc ça veut dire qu'il est un peu complexe, mais il est quand même abordable. Et donc je trouve déjà ça pertinent pour amener les gens vers des jeux experts. Et puis c'est le côté thématique, voilà, à faire le lien avec la poésie par exemple, ben, je trouve ça intéressant vu que la thématique c'est voilà, c'est sur Pessoa. Donc voilà, Corridor, ben, c'est un classique. Turing Machine, ça c'est un jeu que j'aime bien. Yumi Island, je trouve ça intéressant pour les animations. Voilà, Stratego et Risk, je trouve ça intéressant parce que c'est juste des classiques. Donc voilà, il y a des petits jeux comme ça. Je me dis, ce serait cool de les avoir, soit pour les animations, soit pour moi, parce que je sais que j'aurais envie d'y jouer, quoi. Donc voilà. Donc, après, il y a des gens qui enregistrent les parties. Moi, c'est vrai que j'enregistre pas trop les parties, je le fais assez rarement. Des fois, je l'enregistre juste pour me dire, ah tiens, j'ai joué à ce jeu, mais vous voyez, je le fais tellement pas souvent, je l'ai juste fait 24 fois là, depuis voilà, 2020, voilà, je l'ai fait un peu en 2020, un peu en 2022 vite fait. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse plus souvent pour me dire au moins j'ai joué à ces jeux et me souvenir, parce que à force d'y jouer, des fois, je me souviens plus. Donc voilà. Et donc, l'intérêt d'utiliser MyLudo, comme je disais, c'est un. Ici, par exemple, ben, voilà, ma collection, donc c'est tous les jeux que j'ai, qui sont enregistrés du coup dans ma ludothèque. Et ça me permet d'avoir une vision d'ensemble. Deux, ben, c'est de voir aussi toutes les sorties jeux. Et donc, voilà, tout ce qui est prochainement aussi, donc tout ce qui va sortir. C'est intéressant de le voir. Et du coup, de faire déjà une présélection en se disant, tiens, voilà ce qui va sortir, est-ce que ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Mais tout en se posant, du coup, ces questions-là, quoi. Voilà, l'Orcana, et bon, ça, c'est si on aime les deck building et Magic. Voilà, Ark Nova, voilà, la suite, l'extension, ben voilà, moi, est-ce que ça m'intéresse? Ben, j'ai une petite truc, voilà, une petite liste qui s'appelle extension, donc je vais le rajouter simplement, voilà, dans ces extensions qu'il faudrait peut-être que j'achète. Si j'achète Ark Nova, évidemment, quoi. Donc voilà, il y a moyen de regarder, de suivre tout ça.
Et c'est dire, voilà, tiens, Cluster Duo, qui va aussi sortir en décembre pour les amateurs de clusters, parce que je sais aussi que c'est un jeu qui marche à fond. Et là, la suite de Seven Wonders Architect. Donc voilà, par exemple, ça c'est quelque chose que je vais absolument acheter. Donc je vais pouvoir le rajouter simplement dans ma wishlist. Pourquoi? Parce que j'ai déjà celui de base. Et je sais que celui-là, je vais vraiment... Il y a de fortes chances que j'y joue. Parce que, un, il marche bien en animation. Et deux, moi j'aime encore assez bien, quoi. Donc voilà un peu comment je peux faire. Et voilà, je connais des gens qui, en fait, achètent le jeu parce que soit ils trouvent que c'est bien, ou on leur a dit que c'est bien, des choses comme ça, ou ça leur plaît. Mais en gros, ils vont jouer peut-être une, maximum deux parties, et voilà, s'ils n'oublient pas d'y jouer. Et, après, basta, quoi. Et je trouve ça un peu dommage, du coup, parce que voilà, les jeux traînent et compagnie. Et donc, ouais, il faut... Voilà, évidemment, ça fait marcher tout le business du jeu de société d'acheter tout ça, mais ouais, il faut quand même faire gaffe à ce qu'on fait derrière. Et donc, si vous avez du mal à vous limiter, voilà, essayez de vous poser quand même les bonnes questions. Notamment dire, est-ce que vraiment vous allez jouer régulièrement ou juste une fois, et qu'en fait, peut-être que risque même de pas vous plaire. Donc, prenez quand même le temps de jouer au moins une partie avant de voir si ça vous plaît ou pas, sauf exception, évidemment. Alors moi, je regarde aussi les vidéos Ludochrono pour avoir une idée du jeu. Et voilà, Doom Imperium, pour vous donner un exemple, ça c'est un jeu que j'ai joué une fois. Il est très bon pour ce que j'ai joué, mais je sais que c'est pas un jeu qui va sortir régulièrement. C'est pour ça que je ne l'achète pas, quoi. Donc Terraforming Mars, on peut dire que c'est un classique, mais étant donné que Ark Nova a l'air un peu dans d'une certaine manière de le remplacer en termes de jeu expert, et que la thématique d'Ark Nova me parle plus que Terraforming Mars, ben voilà, j'achète pas Terraforming Mars, mais j'ai l'intention d'acheter Ark Nova comme un peu classique, quoi. De toute façon, voilà, on voit que c'est les jeux les mieux cotés ici. Donc voilà. Après, évidemment, il y a tout ce qui est participatif, donc tout ce qui est en Kickstarter et compagnie. Donc ici, toujours sur MyLudo, vous retrouvez. Alors, franchement, c'est aussi pour certains un gouffre financier, mais c'est jamais donné, parce qu'en plus il y a des frais de port importants aussi selon le pays où on achète. Alors là aussi, moi c'est simple, je regarde pas. Je regarde pas parce que il y aura toujours quelque chose sans doute d'intéressant à trouver, ou les choses comme ça. Et donc c'est hyper frustrant de se dire ouais, ça me plaît, mais voilà, j'ai quelques jours pour me décider ou quoi. Alors je peux effectivement pledger, faire le late pledge, c'est-à-dire genre donner 1 euro, mais juste me donner l'opportunité de réfléchir encore un mois ou quoi. Mais ouais, c'est pas... non, moi j'ai pas envie de rester dans ça. Du coup, voilà, moi c'est simple, j'évite Kickstarter. Même s'il y a des bons trucs, je me dis que en général, quand c'est vraiment bon, ça peut ressortir aussi simplement sur le marché après. C'est édité par une maison d'édition, donc j'évite de tomber dans cette hype du mois pour acheter un jeu comme ça sur Kickstarter. Parce qu'en plus, quand vous le prenez, il faut au moins attendre 1 an, des choses comme ça. Donc, il faut, voilà. Je le fais juste maintenant pour plutôt des connaissances ou quoi, qu'il y a encore du jeu de société. Et voilà, pour donner un petit coup de boost par rapport à tout ça. Donc voilà, moi je me laisse pas du coup trop influencer par les tendances. On voit ici voilà, toutes les tendances actuelles, les jeux les plus joués. Donc voilà, moi il y en a certains, j'ai joué, genre Redis 7 bêtes. Voilà, moi franchement sans plus, je suis pas hyper, j'ai pas su hyper rentrer dans le jeu. Donc voilà, peut-être qu'il va parler à certains, pas à d'autres. Moi il m'a moyennement parlé. Il y a des côtés sympas, d'autres moins, donc voilà. Mais si j'avais... Mais je suis content, voilà, d'y avoir joué, comme ça au moins je sais à quoi m'en tenir, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu le type de questions qu'on peut se poser quand on achète des jeux. Voilà, par exemple, pour donner un autre cas, Spirit, je trouve la thématique me parle.
parce que voilà, le côté un peu spirituel et tout. J'aime la boîte, j'aime le design. C'est des auteurs, Jean-Baptiste Laurent, Julien Proter, c'est des auteurs quand même qui font quelque chose de qualité. Olibrius Édition, c'est des gens qui ont, voilà, ils ont sorti, qu'est-ce qu'ils ont sorti, j'ai oublié le nom. Voilà, Nouvelle Contrée, qui était quand même assez original. Et donc je me dis, tiens, peut-être que ce jeu va m'intéresser. Donc ici, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est déjà regarder une vidéo, voir comment ça fonctionne et si ça me plaît. Et voilà, ça c'est un peu la manière de faire, quoi. À partir de 16 ans, évidemment, selon la thématique. Donc 16 ans, voilà, c'est aussi un peu plus restrictif du coup en termes d'animation si je veux faire ça avec des jeunes aussi. Donc voilà, un peu comment moi je m'y prends du coup pour faire le tri. Donc voilà, je sais pas si vous arrivez à faire le tri aussi. En tout cas, pour les passionnés, je sais que c'est toujours difficile. Mais voilà, moi c'est comme ça que je m'y prends. Et ça a l'air de marcher, puisque ma wishlist quand même est bien plus petite là qu'avant. Que vous voyez, envie de jouer, j'ai presque 100 jeux, mais vraiment envie d'acheter entre guillemets, sachant qu'il y a encore des classiques. Voilà, on est autour de la vingtaine finalement. Donc voilà pour la manière de m'y prendre pour un peu limiter les jeux dans ma ludothèque et faire un peu du bien aussi au portefeuille. Tout comme j'ai mon ordinateur portable qui a rendu l'âme, il faut que je remette un peu plus de côté aussi. Donc voilà, alors deuxième petite partie aussi par rapport aux jeux vidéo. Donc comme je vous disais, on m'a posé, c'était hier pendant une formation, un professeur en secondaire, sciences, qui cherchait des jeux par rapport aux thématiques sciences en termes de jeux de société. Donc c'est vrai que la première chose qu'on peut faire en termes de jeux de société, comme je donne souvent, je parle de MyLudo pendant mes formations, en disant que voilà, c'est une ludothèque en ligne et s'ils cherchent des jeux, c'est le bon plan. Après, voilà, ils peuvent trouver des jeux de société, mais en général, les jeux de société qui ont un peu un côté pédagogique comme ça par rapport à la thématique science, c'est pas toujours les plus fun. On va regarder ça ensemble, évidemment. Mais voilà, en général, ça va être peut-être du question-réponse. Voilà. Ou alors ça va être juste de la thématique, voilà, de quiz science par exemple, des choses comme ça. Ouais, ici il parle de science-fiction, mais il y a le jeu de rôle aussi par rapport à ça. Voilà, après Darwin Journée, ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va pouvoir être utile? Il y a tout BioViva, mais BioViva, c'est vrai que moi je suis pas un grand fan. Sous le plan pédagogique de BioViva en tout cas. Donc c'est pas ce que je vais préconiser le plus. Donc en fait on voit qu'il y a beaucoup lié aux thématiques, soit des questions-réponses. Il n'y a pas vraiment de jeu en tant que tel qui fait travailler, genre comme Génotype que j'ai montré avant, où là c'est parfait pour un cours de sciences. Et malheureusement les autres de la même gamme que Génotype ne sont pas encore sortis en français. Du coup, voilà, c'est un peu difficile de les acquérir. Mais voilà, donc si... Hop. Donc c'est un peu le truc. Voilà, première chose à faire, regardez via MyLudo, tiens, hop, je clique sur Science. Qu'est-ce que je pourrais potentiellement utiliser? Alors ça va être soit via, ici, voilà, la thématique. Ça va être une occasion de parler de quelque chose par rapport à une thématique. Donc, mettre les gens dans quelque chose, on va dire, de... ouais, je vais reprendre Génotype ici, parce que c'est un bon exemple. Donc, une thématique pour mettre un peu les gens dans l'ambiance. Ouais, je connais quelqu'un qui est prof de latin. Évidemment, il n'y a pas des jeux qui font travailler le latin, mais elle utilise des jeux sur la thématique de la Rome antique ou des choses comme ça pour un peu créer cette ambiance d'immersion autour du latin, quoi. Donc ici, si on prend Génotype, là c'est un super jeu de science parce que vraiment il y a le côté
ça tout biologique à étudier par rapport à ça. Et hop. Et donc c'est Happy Meeple Games. Hop. Ouais, ça c'est ici, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas la maison d'édition. Ouais, c'est lui qui a sans doute fait les autres. Tiens, ils apparaissent pas. Dommage. Parce qu'il y a d'autres jeux, voilà, sur la science. Hop. Qui sont sortis aux États-Unis, je crois. En tout cas, qui sont sortis en anglais, mais qui n'existent pas encore en français. Et là, qui pourraient vraiment rentrer dans, du coup, cette thématique science. Donc, voilà, ça, c'est une manière de faire. Et alors, les questions-réponses, moi, je suis vraiment pas un grand fan non plus. Parce que c'est pas la meilleure façon d'apprendre. Après, il y a des choses, ce qui est chouette avec le côté science, c'est le côté matériel. Voilà, faire des expériences justement chimiques, ça c'est assez cool. Périodique, voilà. Ah ben voilà, périodique. Voilà, c'est ça, Genius Game. Ils ont des super jeux. Voilà, Subélose, Convalescence, Cytosis. Donc là, c'est vraiment plus des jeux sur justement les sciences. Et ça, c'est assez cool, franchement. Mais voilà, c'est Kickstarter, États-Unis, tout ça. Donc pour l'instant, tout n'est pas encore accessible. Mais c'est vrai que voilà, celui-là pour les sciences, ce serait parfait. Hop. Alors revenons ici à tout ce qui est science. Donc voilà, par exemple, la chimie du slime. Donc ici, on est plus dans le jeu jouet. On est plus dans la manipulation. Donc voilà, on a créé des gels gluants, mais ça c'est vraiment pour les enfants. Et donc en secondaire, est-ce que c'est vraiment sympa de jouer à ça? Je suis pas trop sûr. En fait, c'est ça aussi le souci, c'est qu'il faut que ce soit adapté au public. Et donc il y a des trucs très cool pour les enfants. Mais voilà, ça reste basique. Et donc il n'y a pas grand-chose. Après, il y a évidemment les C'est pas sorcier, c'est toujours chouette à regarder. Donc utiliser les documentaires. Ou c'est aussi une possibilité, pourquoi pas, après tout, pour donner l'envie de découvrir un peu plus. Donc on voit que voilà, le choix est relativement limité pour science et jeu. Mais évidemment, ça c'est uniquement si on reste sur le jeu de société. Après, hop, je vais fermer ça. Hop, il existe des jeux vidéo. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, il existe un événement qui s'appelle La science entre en jeu. Je crois que ça a lieu tous les ans. Ou même 2 fois par an. Ouais, ça a lieu 2 fois par an. Une fois au printemps, une fois en automne. Et donc, ils organisent notamment des game jams, c'est-à-dire des créations rapides, comme ça, de petits jeux vidéo qui ont la thématique science. Et ici, voilà, j'ai repris voilà, tous les jeux. Ici, ils reprennent les jeux, par exemple, créés à partir de 2020. Donc, créés lors de la Game Jam. Donc ici, c'était par rapport à l'histoire, par exemple, en automne 2022. Mais sinon, voilà, si on regarde à l'automne 2020, hop, on clique dessus et qu'est-ce qu'on a? Hop, tous les petits jeux qui ont été créés. Donc, il y a une 13. Certains sont jouables soit directement en ligne, soit sur Windows, soit sur voilà, macOS ou Linux. Et donc voilà, ils sont directement accessibles. En général, ils sont accessibles gratuitement. Je vais vérifier. Voilà, je vais prendre EpiMatch par exemple. Là, je vois sur le côté petit ADN. Voilà, hop, on peut le télécharger directement et on peut y jouer. Donc ça, c'est voilà, ça c'est le côté sympa. Alors c'est des petits jeux vidéo, mais au moins ils sont accessibles gratuitement. Et donc vous pouvez y accéder facilement aussi via le site lascienceentrenjeux.fr. Quand vous cliquez sur le jeu, ils sont ici mis par thématique, donc biologie, physique, maths, voilà, littérature, géographie, géopolitique, éducation civique, histoire. Et hop, vous avez les jeux ici présents, voilà, avec la petite image et tout. Comme ça, si vous cherchez rapidement un petit jeu, voilà, je ne les ai pas testés, donc je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Mais voilà, donc il y a un peu de tout pour voilà, un peu s'amuser en classe avec ça.
pour voilà, parler un peu science. Ça, c'est voilà, si on s'y connaît un peu, au moins voilà, on peut facilement utiliser tout ça. Deux jeux ont pu être suivis de manière professionnelle après la Game Jack. Donc ça, c'est cool de savoir qu'il y a un peu plus. Donc ça, c'est sur le Panthéon romain et un jeu sur la justice à l'époque romaine. Ok, bah voilà. Donc c'est cool de se dire que peut-être que les jeux voilà, peuvent aussi s'améliorer avec le temps. En tout cas, grandir aussi. Donc voilà, il y a des conférences voilà, pour les gens qui sont intéressés. Il y a toujours moyen de suivre les événements. Voilà, je sais pas, en tout cas, prochain événement, voilà, c'est fin mars, début avril 2024. Donc si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à vous y inscrire, en tout cas, pour ne fût-ce que découvrir les jeux. Même si vous pouvez pas y aller, si c'est en France, ben, au moins voir les résultats après via le site pour découvrir les différents jeux qui auront été créés pendant la conférence, enfin pendant l'événement. Donc ça, c'est une autre manière de découvrir les jeux, en tout cas via le jeu vidéo. Alors, il n'y a pas que ça. Donc ici, voilà, j'avais simplement tapé jeux et sciences. Donc, voilà, il y a plusieurs choses qui sont fournies. Donc, je disais, ben, voilà, la science dans les jeux vidéo, le problème, c'est qu'on tombe sur beaucoup d'articles parce que, voilà, ça, c'est quelque chose qui rentre de plus en plus dans les mœurs d'utiliser le jeu vidéo sur la thématique science. Et donc, voilà, on trouve surtout un peu tout et n'importe quoi dès qu'on tape ça. Alors, après, on a évidemment des petits exemples ici. Donc, Foldit, je crois que il était mis 2008. Voilà, mais c'était un vieux jeu. Peut-être qu'il joue encore, ouais. Ouais, c'est... Ouais, c'est ça. C'est un jeu où je ne sais plus trop comment ça fonctionne. C'était quoi le but? Mais voilà. Hop. Ils ont fait une vidéo. C'était genre contribuer à des combinaisons en fait en jouant. Et donc c'est vrai que ça te permettait de faire évoluer la science comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est en fait s'amuser avec les probabilités scientifiques, on peut dire. Et donc, ben, voilà. Ça, c'était Foldit, donc il y a quand même un petit paquet d'années. Eterna, je ne connais pas du tout. Voilà, ça c'est par exemple une application. C'est un jeu de science citoyenne où les joueurs apprennent à concevoir des molécules d'ARN pour la recherche médicale. Intéressant, ça. On va regarder vite fait. Hop. Donc, évidemment, le problème, c'est que c'est souvent en anglais. Donc ça, il faut aussi un tout petit peu maîtriser l'anglais. Mais voilà. En plus, c'est en ligne. Hop, Play Now. Il y a moyen de jouer comme ça. On va voir. Hein. Hop, si je mets au fact. Donc ici, hop, voilà. Let's start learning about... faut voir. Oulala. Donc il y a ici, ouais. Petit ARN, quoi. Next. Hop. AUGC, évidemment. Alors, ARN. Hop. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois cliquer. Hop. Ok, ça je sais bouger. Hop, prendre une photo. Enfin voilà, bref. Il y a moyen de jouer directement en ligne, donc ça c'est cool. Voilà, je ne vais pas faire plus loin. Parce que, voilà. Donc il y a plusieurs jeux comme ça qui sont directement donnés. Où il y a moyen de... Il y en a qui sont créés par des universités, ici comme Philo. Hop, petite page Wikipédia. Qu'est-ce qu'il nous dit sur Philo? A été conçu pour aider à résoudre de façon participative des problèmes de séquencement difficiles à traiter de façon algorithmique en s'appuyant sur la capacité du cerveau humain à reconnaître et associer des formes et des couleurs. Donc là aussi, c'est effectivement les jeux participatifs.
Voilà. En fait amène des données après scientifiques. Donc ça c'est sympa aussi de se dire qu'on contribue à tout ça. iWire. Hop, 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 ouais. Alors il y en avait un ici que j'ai donc qui sont donnés Microscopia et compagnie. Et il y en a un Little Alchemy. Je trouve ça marrant. Donc j'ai cliqué dessus. Je sais pas s'il va me faire reprendre depuis le début ou pas. Mais ça aussi, bon, il faut maîtriser l'anglais. Mais hop, quand je clique play, stream soundtrack now. Alors, oui, ça reprend ma partie actuelle. C'est assez marrant. Et donc, hop, hop, hop. Voilà, en fait, ce qu'il y a, stats. Donc, il y a les items de base et il y a les items que ça crée. Donc, on commence avec l'air, la terre, le feu et l'eau. Et en fait, quand on mélange les différents éléments, ça va en créer d'autres. Donc ici, en fait, voilà, j'ai mélangé un peu des éléments et ça crée d'autres. Donc si je mets par exemple, voilà, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux mettre y a rien qui fonctionne avec la boue. Non, même pas. Feu et boue. Ah voilà. Feu et boue, ça me donne une brique. Donc c'est quand même bien pratique. Voilà. Après, si je mets, je sais pas, brique et je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on... Donc on voit... Non, merde, je voulais pas faire ça. Je voulais pas avoir un indice. Voilà, on voit qu'il y a 720 items à trouver. Donc ça veut dire 720 objets probables. Ici, j'en ai trouvé qu'une quinzaine, quoi. Donc, je sais pas, moi, Dust et Fire, par exemple, ça fait quoi? Ah, ben, ça fait déjà... Ça fait ça. Pom, pom, pom. Alors, si je mets, par exemple, de l'eau et de la terre. Est-ce que j'ai déjà fait le... Ouais. Ça fait ça. Si je fais ça et... Quoi d'autre non, ça ne donne rien du tout. Qu'est-ce que... Voilà. Smoke, je l'ai déjà. Steam, Volcano. Est-ce que j'ai tout qui est apparu? Hop, hop, hop. Ouais. Bon, qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Voilà. Terre avec... Hop. Voilà. Terre, j'ai déjà tout mélangé. Voilà, je fais juste les éléments de base là. Ouais, tout ça j'ai mélangé. Donc, hop, hop, hop. Ensuite, hop. La vapeur, avec quoi ça peut marcher d'autre? Oh, la vapeur, ça marche avec rien d'autre pour l'instant. Il doit bien avoir une combinaison possible. Mais enfin. C'est fou ça. Voilà. Hop, clean up. Tac. Je peux tout nettoyer. C'est quoi ça? Voir en plus grand. Ah non, si je cherche quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mélanger? Ah, peut-être 2 fois l'air, simplement. Bah oui. Je suis bête. Et si je mélange 2 fois la terre, ça fait quelque chose? Bah oui, ça crée... Voilà. Pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? 2 fois le feu, ça crée de l'énergie. Ouh. 2 fois l'eau, ça fait quelque chose? Oui, ça fait... D'accord. Donc si je fais l'énergie avec du feu, ça fait quelque chose? Non. L'énergie avec l'air, ça fait une éolienne? Ah, ça fait de la chaleur. Waouh. Mais c'est formidable. Si je fais... bah oui, de l'eau et du laine, ça fait quand même... Ça fait rien. Ça fait rien. Bah, je suis étonné, là. Ah, chaleur et eau, bah, ça refait steam. Ok. Hop. Bref. Voilà, j'ai encore découvert des éléments comme ça. Et donc... Après, bon, pour les gens qui s'y connaissent certainement mieux en sciences que moi, ben voilà, ils savent un peu plus jouer à ça. Donc voilà, j'en ai déjà découvert 20 sur 720. C'est bien, il y en a encore blindé à découvrir. Mais voilà, ça c'est une façon assez simple et finalement ça peut être collaboratif
pour jouer en ligne et faire découvrir plein de trucs scientifiques, quoi. Pour comprendre comme voilà, le mélange des éléments, faire le lien avec la chimie, la physique et compagnie. Donc on peut, voilà, login, reset, progress, etc. Music sound. Donc ici on peut avoir des indices. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme indice? On peut l'avoir sur application aussi. Voilà, requête. Ouais, mais je vais... C'est... Oui, accepter, tout ça. Faut que je crée de l'atmosphère et un avion. Ok, mais je suis pas encore à créer de l'atmosphère et un avion. Donc voilà, il y a du coup plein de trucs à faire. Est-ce que 2 fois Steam ça fait quelque chose? Non. 2 fois Hit ça fait quelque chose? Oui, ça fait Plasma. Fantastique. Ah, j'ai dit... Ah, c'est un item final. Ok. Since they don't mix with anything, they will hide into the encyclopedia. Ok, donc ça c'est... Voilà, c'est juste que c'est final, du coup je sais pas faire grand chose avec ça. Donc il se cache dans l'encyclopédie. Énergie avec énergie, ça fait rien. Land avec land. Faut tester. Ah ben voilà. Ça fait un continent. Ouh là là. Mais si je fais un continent plus un continent, ça va me donner la Terre. Mais oui, ça me donne une planète. Et une planète avec une planète, ça me fait quoi? Système solaire. Oh là là, il y a un système solaire avec un système solaire. Ça me donne une galaxie. Je vais y arriver. Galaxie, galaxie, ça fait quoi l'univers? Galaxy Cluster. Galaxy Cluster et Galaxy Cluster. L'univers. Et l'univers avec l'univers, ça fait encore quelque chose? Ah, quand même. Voilà, encore moyen du coup d'avoir découvert plein de trucs. Oh, planète feu, ça fait le soleil. Waouh. Voilà, je vais progresser. Soleil et land. Ça fait quelque chose? Non, même pas. Oh. Ici. Oh. Voilà, j'ai arc-en-ciel, c'est trop bien. Arc-en-ciel et land, ça fait quelque chose? Ça fait rien, land ou quoi? Donc voilà, continent et land, ça fait quelque chose. Donc arc-en-ciel. Continent, land des briques. Quoi, même pas. Hop. Quand même pas un petit extraterrestre, peut-être? Même pas. Donc, voilà. Bon, moi j'ai découvert le soleil, c'est cool. Ça fait soleil et eau, ça fait rien. Geyser, ça fait rien. Bon. L'eau et l'eau, ça faisait quoi encore l'eau et l'eau? J'ai déjà oublié. Ah oui, ça faisait ça. Ça, peut-être que si je le fais x2, ça fait quelque chose. Oui! Ça fait plus grand. Oh, excellent. Hop, si je fais ça et ça fait un lac. Un lac plus un lac. Vous savez, mais moi je m'amuse en fait. Hein, là, ça fait une mer. Et si on met une mer plus une mer, je suis sûr que ça va faire un océan. Mais oui. Et un océan plus un océan, ça fait quelque chose. Ça refait pressure. Ah, pressure black hole, carrément. Voilà. Mais, ok, ça c'est... Voilà, j'ai réussi à créer un trou noir. Je pense qu'on va s'arrêter là avant de détruire le monde entier. Mais peut-être qu'une brique plus une brique, ça fait une maison. Ça fait un mur. Voilà, là. Il y a un mur plus un mur, ça fait quoi? Ça fait une maison. Et une maison plus une maison. Ça fait un village. Et un village plus un village. Ça fait une ville. Oui. Et une ville plus une ville. Ça va faire quoi? Ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout. Bravo, quoi. Bon, c'est très con, mais moi, ça m'amuse. Voilà. Bah, Little Alchemy 2. Voilà, on aurait découvert quelque chose. Bon, c'est hyper frustrant de... Hop, 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 hop. Voilà. Donc maintenant, ça va que combiner plusieurs choses. Est-ce qu'un volcano plus un volcano, ça donne quelque chose? Un mur plus un village, ça donne rien du tout. C'est jamais. Hein. Un mur plus un océan, ça donne rien. Hop, hop, hop. C'est jamais. Hein. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui pourrait... Qu'est-ce qu'on avait? Un océan. Océan et continent. Océan et continent, non? Mais oui. Voilà, ça donne toujours une planète. Voilà.
Euh, et planète plus, je sais pas moi. Planétéo, non? Ah. Oh, j'ai de la peinture. Peinture et murs, non? Vas-y, je vais peindre les murs, moi. Moi, j'ai créé de la peinture avec un arc-en-ciel et de l'eau. C'est fantastique, c'est fantastique. Donc voilà, il y a donc blindé de choses à faire. Voilà, j'ai redécouvert plein de choses. C'est super. J'ai fait combien là maintenant? Je suis à 39. Courage, encore 680. Bref, je vais pas les faire parce que sinon on en a pour des heures. Je voulais juste vous montrer aussi par rapport à... Alors, je vais montrer ici. C'est pas Chrome que je voulais montrer. Est-ce qu'il voudra bien que je vous montre? Hop. Allez, allez, allez. Moi, il veut pas. Hop, hop, hop. Ignorer modification. Ignorer modification. Hop. Voilà. Est-ce que... Ah, je crois qu'il y a moyen. Hop, 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 hop. Voilà. Oui, il y a moyen. Ok. Transition. Voilà. Donc ici, je vais repasser sur Steam, qui est une autre plateforme de jeux vidéo. Et donc, le problème, c'est quand on va essayer de chercher quelque chose par rapport au domaine science, on va pas vraiment y trouver. On va trouver les genres de jeux accessibles. On va éventuellement taper, voilà, avoir les thèmes. Science n'est pas dans les thèmes. Et donc, si je tape science, ben, il va mettre un peu tout et n'importe quoi. Donc, et là, il faut vraiment regarder chaque fois comme ça. Mais c'est aussi plus par rapport à des thématiques. Donc, on va avoir tout et n'importe quoi. Et donc, pas pratique pour s'y retrouver via Steam. Puis voilà, 4000 résultats. Autant voilà, un peu laisser tomber. Alors, est-ce que... donc ça, c'était Steam. Et alors, est-ce qu'il va bien vouloir... Alors, j'ai une autre fenêtre. Donc, je vais couper Steam pour l'instant. Hop, hop, hop. Voilà, je vais fermer Steam. Je vais juste revenir là sur OBS. Pour l'instant, je vais faire ça. Hop. Et je vais voir si il veut bien prendre Epic Games. Ok. Epic Games, voilà. Hop. Je vais un peu réduire la fenêtre. Hop. Et hop, hop, hop. Hop. Voilà, Epic Games. Alors, Epic Games, on va faire le même exercice avec Epic Games. Voilà, je cherche en boutique science. Hop. L'avantage, c'est qu'en anglais, c'est le même mot, ça s'écrit de la même façon. Et ici, on va avoir un peu le même problème que Steam, c'est qu'on va avoir un peu tout et n'importe quoi. Et donc, si on tape, voilà, par exemple, je sais pas, un jeu qui a l'air scientifique, là, ce Cobalt. Donc on peut évidemment trouver. Voilà. C'est un jeu d'énigmes de chimie et élégamment conçu. Voilà, logique, minimaliste, esthétique. Mais en genre, il est mis comme casse-tête, indépendant, occasionnel. Il n'est pas mis en genre science, quoi. Il n'y a pas moyen de cliquer sur le côté science pour pouvoir vraiment tout sélectionner. Donc, encore une fois, ça demande finalement de la recherche, prendre le temps de regarder jeu par jeu. Pour trouver ce que voilà par rapport à science. Ici, ils mettent pas le nombre exact de jeux. Bah, en tout cas, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup, puisqu'il y a que juste 2 pages. Après, évidemment, avec les dinosaures, si on veut, il y a des petits jeux indépendants, mais c'est pas là où on va forcément tout trouver. Donc voilà, ça c'est... j'ai pas fait la transition, donc vous avez pas vu. Hop, donc je vais refaire vite fait. Hop, Epic Games, voilà. Donc j'ai tapé science sur Epic Games. Hop, voilà. Et en cherchant un peu, hop, voilà, j'étais Socobont. Voilà, donc c'est un petit jeu voilà, sur la chimie. Comme je disais, voilà, les genres, il n'est pas écrit science, quoi. Il n'y a pas un truc de thématique ni rien, donc il
faut vraiment prendre le temps de regarder à chaque fois jeu par jeu. Bien que si on connaît, on peut déjà en éliminer beaucoup. Mais ici, il en existe que deux pages, donc on a vite fait le tri par rapport à Steam par exemple, qui lui en mettait 4000 d'un coup, quoi. Donc, voilà, ça c'était pour Epic Games. Donc on a fait voilà via les jeux de société, via Internet, via Steam et compagnie. Donc on a vu que voilà, il faut un peu chercher, mais il y a moyen et voilà, notamment en ligne. Du coup c'est horrible parce que ça donne envie d'y jouer plein de fois le Little Alchemy 2 là. On a envie de continuer à jouer. Je vais juste voilà, couper la musique et tout de ça. Mais donc voilà, je sais pas si vous connaissez Little Alchemy 2, mais en tout cas c'est cool. Merci Zizou pour le follow, je viens de le voir maintenant. Alors, on va passer maintenant qu'on a fait la partie un peu jeu. On va partir sur le catch. Alors le catch, je vais prendre une petite photo pour illustrer. On va en parler un petit peu, mais brièvement. Voilà, une petite image de catch. Hop, hop, hop. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme image de catch? Voilà, on va prendre simplement l'image de Wikipédia, après tout. Voilà, hop. Scène de diffusion, tac, Chrome, voilà. Transition, voilà. Le catch. Alors, qu'est-ce que c'est le catch? Donc c'est quelque chose... bon, c'est quand même... Est-ce que c'est une discipline sportive? Oui et non. Donc c'est inspiré notamment de la lutte. Donc ouais, ça par contre c'est du sport et il y a des compétitions de lutte. Mais ici il y a une dimension, c'est pour ça le côté ludique, c'est qu'il y a une dimension scénarisation par rapport à tout ça. Donc il y a des gens qui vont effectivement combattre sur un ring, sauf que le combat, déjà les gens qui combattent, ils jouent souvent un personnage. Ensuite, les combats sont quand même sont programmés, donc c'est-à-dire que eux savent déjà à l'avance qui va gagner. Ensuite, il y a le côté les coups ne sont pas tous réels. Par exemple, le point, je crois que le point n'est jamais vraiment fermé. On va juste donc les gens vont avoir l'impression que c'est un point, mais en fait, il est voilà. Donc c'est juste une touchette. On a l'impression évidemment que le coup est réel. Et après, par contre, ce qui est réel, c'est vraiment tout ce qui est acrobatique. Et c'est pour ça qu'en général, quand on regarde le catch, on dit ne faites pas ça chez vous. C'est parce que vraiment, voilà, le côté acrobatique est fort présent. Je trouve qu'à la télé, on le voit pas bien. Mais si vous regardez un jour du catch en vrai, vous voyez que le côté acrobatique, là, voilà, c'est presque ça qui est impressionnant en fait. À la télé, c'est toujours filmé surtout pour éviter qu'on voit à quel point c'est faux. Ça, c'est le côté télé, mais en vrai, on voit plus du coup que c'est faux, mais le côté acrobatique, lui, est très 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 présent. Donc il y a quand même quelque chose d'impressionnant par rapport à ce niveau-là. Donc voilà, donc c'est des gens qui soit 1 contre 1, soit 2 contre 2, soit 3 contre 3, enfin voilà, il y a plusieurs types de choses, dans une cage ou pas dans une cage. Il existe un peu de tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est des gens qui vont combattre ici, voilà, on voit que c'est un petit carré. Et voilà, au Mexique, voilà, c'est très populaire, ce qu'on appelle la lucha libre. Au Japon aussi, c'est quand même quelque chose de populaire. Après, voilà, notamment en France et peut-être en Belgique, on est plus dans quelque chose d'amateur. Donc, bien que certains aient un peu percé, mais voilà, ça existe principalement dans ces pays-là. Et notamment aux États-Unis. Alors ça, c'est vraiment le pays aussi, voilà, pas le plus connu, mais voilà, c'est ceux qui s'exportent le plus. Et donc, on a le plus connu, c'est WWE, qui avant s'appelait la WWF. Je
pense que beaucoup connaissent l'époque Hulk Hogan, hein. C'était un peu lui la référence à l'époque où ça passait encore à la télé, ouais, sur les grandes chaînes. Après, avec le temps, je crois que c'était un peu considéré comme trop violent ou des choses comme ça. Du coup, c'est plus passé genre sur Eurosport, je crois, ou sur d'autres types de chaînes. Et maintenant, ça revient depuis au moins 10 ans, si pas plus. C'est repassé à la télé, genre sur AB3 ou AB4, ou AB Explore maintenant, ça s'appelle. Mais donc, on peut regarder donc la World Wrestling Entertainment, donc WWE, où ils ont plusieurs shows, mais ils en ont deux gros. Il y en a un qui s'appelle Raw, donc R-A-W, et l'autre qui s'appelle SmackDown. Et donc c'est très populaire, voilà, auprès des fans de catch, notamment les commentateurs français, qui eux sont déchaînés, et qui en fait les commentateurs jouent aussi un rôle, ils participent au côté un peu immersif du truc. Et donc voilà, ça c'était un peu pour le catch, si vous ne connaissiez pas du tout. Il y a moyen de regarder ça à la télé si vous voulez, même un peu sur internet ou quoi. Donc c'est assez comique, surtout, voilà. Si on se prend au jeu simplement d'histoire et tout, il y a un petit côté comme ça, un peu, ouais, pas feu de l'amour, mais un peu, ouais, on pourrait presque dire ça dans le côté, voilà, il y a des histoires et des personnages, évidemment, sauf que là c'est uniquement lié au fait de se combattre, quoi. Alors, c'est quoi le lien avec le jeu? On le voit un peu assez facilement, puisqu'il y a le côté, effectivement, incarner un personnage, créer une histoire, créer voilà, le côté gagnant-perdant, le côté compétitif, voilà, tout le côté scénarisation, même voilà, ce côté spectacle, tout ça, bah oui, ça crée une atmosphère particulière. Et en fait, pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a une espèce de, je vais pas dire, de règles clés, presque, on pourrait dire, dans le monde du catch, c'est que, en termes simples, c'est que la perception égale la réalité. C'est-à-dire que l'important, c'est pas que ce soit réel, c'est que ce soit perçu comme réel. Et, donc cette règle-là, c'est quelque chose, évidemment, qu'on retrouve beaucoup dans le jeu, puisque l'idée, c'est évidemment, c'est pas réel, mais il faut que ça soit perçu comme tel pour que ce soit immersif. Et donc, jeux de société, jeux vidéo et compagnie jouent là-dessus, évidemment, pour le côté immersion. Et donc, c'est vrai que le jeu de rôle grandeur nature joue un rôle, effectivement, voilà, créer une histoire et tout, ça rentre un peu finalement dans ce concept-là. Quand on joue à des jeux vidéo, on est aussi dans une forme d'incarnation d'un personnage. Dans le jeu de société aussi, dans le jeu de rôle aussi beaucoup, évidemment. Et dans la vie de tous les jours, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y en a beaucoup qui jouent là-dessus, sur ce côté perception égale réalité, sans le dire évidemment. Donc on rentre par exemple dans le champ de tout ce qui s'appelle le greenwashing. Alors qu'est-ce que le greenwashing? Hop, on va taper pour ceux qui ne connaissent pas. Greenwashing, hop. Voilà, définition du greenwashing. Vous trouvez ça donc sur Wikipédia, c'est pour ça que je le mets si vous voulez regarder. En français, ça s'appelle éco-blanchiment, bon si vous voulez. En fait, c'est surtout une manière de dire que, surtout pour les grosses compagnies, genre les multinationales, pour dire genre, ouais, voilà, nous on fait attention à l'environnement, on fait attention à ci, on fait attention à là. Mais en fait, on se rend compte, si on creuse vraiment, que la réalité, justement, c'est pas trop ça. Et donc, c'est vraiment l'idée de genre on fait attention à l'environnement parce qu'on met des plantes vertes dans nos bureaux. Mais derrière ça, on pollue, quoi. Donc, voilà, ici, par exemple, c'est le côté, exemple d'éco-blanchiment de société de parking d'autoroute proposant à ses usagers de payer 1 dollar supplémentaire pour planter des arbres. Donc voilà, ça c'est quand même assez fou, puisque voilà, voilà, ce côté parking qui propose de donner 1 euro et on va peut-être planter des arbres. Ça, voilà, c'est un peu le côté, voilà. C'est comme je dis, c'est le côté on fait semblant de s'intéresser, mais en fait on s'y intéresse pas beaucoup. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle dans le langage greenwashing. Et donc il y a le côté évidemment ludique, il y a le côté beaucoup plus sérieux de perception égale réalité, où on rentre un peu dans le champ du greenwashing et de l'arnaque aussi, quoi. Vous faites sans doute pas gaffe, mais il y a plein de choses qui sont en fait légales, mais qui sont
très proche de ce qui pourrait être considéré comme une arnaque. Par exemple, enfin, c'est pas une arnaque, c'est pas vrai, mais il faut faire attention. À part, voilà, vous connaissez bien le petit... c'est écrit en tout petit caractère, et donc si vous n'avez pas lu et que vous avez signé, ben, vous l'avez dans le baba. Mais sinon, il y a aussi, quand vous voyez dans les publicités, quand on vous dit à partir de ou jusqu'à, ben, ça aussi, c'est des choses, il faut faire attention. Si vous pensez que quand vous voyez un truc où il dit genre à partir de 10 euros, vous n'allez pas forcément payer 10 euros. Et donc, vous allez vous retrouver peut-être à payer beaucoup plus. C'est juste qu'il faut rentrer dans certaines conditions pour pouvoir être le 10, mais la plupart des gens ne rentrent pas dans les conditions pour payer 10. Ils rentrent peut-être dans les conditions pour payer 50, quoi. Et donc, beaucoup se font avoir comme ça, parce qu'une fois qu'ils ont signé, ben, des fois, ils ont signé pour un an ou plus. Et voilà, quoi. Alors, quand on voit les jusqu'à, je sais pas, c'est surtout quand vous espérez un remboursement, on dit un remboursement peut-être jusqu'à 300 euros, mais là aussi, il faut rentrer dans les conditions, et en fait, peut-être que vous rentrez dans les conditions peut-être pour 150 au mieux. Et voilà, donc il faut faire attention en fait vraiment à tout. Et, c'est pour ça que j'ai le côté perception égale réalité. Il faut des fois se dire, voilà, est-ce qu'on perçoit vraiment la réalité? Et donc ça demande de toujours se renseigner. Et c'est un effort hein, de se renseigner. Et des fois on aimerait justement éviter tout ça. Et là on rentre dans quelque chose qui s'appelle aussi l'asymétrie d'information. Ça veut dire que, par exemple, vous connaissez pas, je sais pas, en bricolage, en plomberie, en voiture ou compagnie. Et évidemment, quand vous allez vous faire réparer, imaginons votre voiture, la personne peut vous raconter n'importe quoi. Oui, c'est un problème là et là et là. Et en fait, vous connaissez rien, donc vous dites oui, d'accord, quoi. Même si vous pestez, évidemment. Pareil pour la plomberie ou quoi, si vous connaissez rien, on peut vous inventer un problème qui va vous coûter cher, alors qu'en fait c'est un tout petit problème qui se règle vite fait, quoi. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. D'un côté, quelqu'un qui s'y connaît, et de l'autre côté, quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Quand vous connaissez un minimum, du coup, vous pouvez un peu vous-même vérifier, même si ce n'est pas genre réparer une fuite, vous savez vous rendre compte l'origine de la fuite ou autre chose, quoi. Donc vous savez vérifier par vous-même. Plus vous avez d'informations, plus vous êtes quand même critique et réaliste sur ce qui se passe. Et donc vous rentrez moins du coup dans cette perception égale réalité parce que vous savez aller au-delà de la perception. Donc, et c'est ça avec le catch, c'est que en général, les gens sont quand même au courant que ce n'est pas réel, mais qu'il faut donner l'impression que ça l'est, quoi. Et donc voilà, c'est juste pour le petit message, dire que on peut s'inspirer du catch un peu dans cette réflexion-là, de se dire, mais tiens, est-ce que ce que je vois, finalement, c'est ce qu'on veut que je vois, ou est-ce que c'est la réalité? Et alors ça se voit énormément avec, comme je disais, la thématique du greenwashing, dans tout ce qui est les rapports de responsabilité sociétale des entreprises font énormément de greenwashing, parce que tous leurs efforts, évidemment, sont que du positif. C'est comme si les gens ne connaissaient... Ils échouaient jamais, voilà, il n'y avait jamais de blocage, tout se passait ultra bien, quoi. Donc quand vous voyez des rapports comme ça, où tout se passe bien, vous savez déjà qu'on est plutôt dans du greenwashing, parce que c'est impossible que tout se passe bien. Il y a toujours quand même des apprentissages qui se font. Donc voilà, ça c'est pour côté greenwashing. Mais un jour, je prendrai la thématique responsabilité sociétale des entreprises. Parce que voilà, c'est intéressant de s'intéresser juste à ce sujet-là. On reparlera de greenwashing. Et ça me permet justement de faire la transition avec le sujet suivant, qui sont les objectifs de développement durable. Alors, peut-être que certains connaissent, d'autres pas. Donc, c'est quoi les objectifs de développement durable? Je vais prendre ici la belle image. Hop, voilà. Donc, ce sont des objectifs généraux, qui sont liés notamment à l'ONU. Donc, quand on clique, voilà, hop, les ODD en action, des objectifs de développement durable, sont adoptés par les Nations Unies en 2015. Donc, voilà, ça fait pas encore 10 ans. Et c'est l'idée d'atteindre ces objectifs d'ici 2030. Alors, on n'y est pas du tout encore, ça, on est même très très loin.
Mais c'est quoi ces différents objectifs? Donc il y en a 17. Comme vous voyez, il y a par exemple la lutte contre la pauvreté, la faim dans le monde, voilà, une éducation de qualité. Donc voilà, il y a plein de thématiques voilà, qui touchent un peu à tout. Et donc c'est défini au niveau des Nations Unies, tout ça. Mais pourquoi c'est intéressant de le connaître? Parce que c'est un truc de référence qui est énormément utilisé déjà par les entreprises, les grosses multinationales, quand elles font justement leur rapport de responsabilité sociétale. Elles vont notamment, peut-être pas toutes les entreprises, mais il y a quand même pas mal qui le font, qui vont dire, tiens, qu'est-ce que nous on fait pour lutter, par exemple, ou pour atteindre tel objectif. Alors évidemment, ils vont pas faire tous les objectifs, mais ils vont se dire, voilà, qu'est-ce que nous on fait pour voilà, les luttes contre le réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour réduire les inégalités, qu'est-ce qu'on fait sur le plan bonne santé, bien-être. Donc, toutes ces choses-là, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de les connaître, parce que quand on lit des rapports de responsabilité sociétale, ils font référence aux objectifs de développement durable. Les plupart des pays aussi, dès qu'ils mettent un plan d'action au niveau national, elles le font en lien avec les objectifs de développement durable. Donc ça fait partie aussi des rapports qu'on voit à droite à gauche, où voilà, s'ils ont mis en place telle ou telle action, c'est en lien avec les objectifs du développement durable. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le milieu associatif, voilà, dans plein d'autres, donc plein de milieux qui font référence à ces objectifs de développement durable, parce que c'est un peu un point de référence finalement que tout le monde a. Comme c'est défini au niveau des Nations Unies, c'est quelque chose voilà, qui est donc commun à tous les pays, enfin à plein de pays, pas dire tous les pays, mais tous les pays membres en tout cas. Et donc c'est comme un peu si on parlait la même langue d'une certaine manière, on se dit, tiens, nous, voilà, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cet objectif-là. Donc, comme je dis, ça n'a pas encore voilà, 10 ans. Il faudrait évaluer un peu, mais je pense qu'on est quand même relativement loin de tout ça. Donc voilà, les 10 objectifs sont déclinés en 169 cibles et 242 indicateurs. Alors je ne sais pas si on sait y accéder facilement. Voilà, pas de pauvreté. Voilà, l'objectif 1, c'est voilà, éradiquer la pauvreté. Évidemment, on est bien conscient qu'on ne va pas l'éradiquer comme ça directement, surtout en 15 ans. Mais voilà, on voit un peu qu'est-ce qui définit cet objectif, donc la cible des objectifs, donc réduire de moitié au moins la proportion d'hommes et de femmes et d'enfants de tous âges qui souffrent d'une forme ou l'autre de pauvreté telle que définie par chaque pays. Tant derrière, il y a eu Covid et tout ça, donc ça me paraît un peu difficile. Voilà. Après, on a le deuxième qui définit aussi un peu ce que c'est. Voilà, on a quelques statistiques. Voilà. Quels sont les objectifs cibles? Donc, d'ici à 2020, préserver la diversité génétique des semences, des cultures et des animaux d'élevage domestiqués, ouais, etc., etc. Donc, voilà, donc il y a quelques actions effectivement. Voilà, il y a donc la description chaque fois de chaque objectif. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Voilà, donc par exemple voilà, moi ce qui m'intéresse, si bonne santé et bien-être, on a déjà parlé de santé mentale. Est-ce que la santé mentale rentre dedans? Parle voilà. Promouvoir la santé mentale et le bien-être. C'est voilà, d'ici à 2030. Hein, c'est réduire c'est juste voilà, d'ici à 2030, promouvoir la santé mentale et le bien-être. C'est quand même très large de dire ça comme ça. Donc ça demande évidemment de développer ça sous forme d'action concrète. Donc voilà, c'est ça que c'est des objectifs très généraux. Et hop, intégration des ODD. Voilà, ici vous avez ça évidemment. C'est souvent en anglais, évidemment. Et donc vous avez un peu voilà, tout ce que ça veut bien marcher. Voilà. Tout ce qui se met plus ou moins en place. Donc
Donc ici, ce qui est mis en place finalement dans les pays d'Asie ou les pays plutôt hémisphère sud, hein, majorité. Ici, Kazakhstan, Ouzbékistan ou quoi. Si je regarde en Serbie, ça va être quoi? Nouvelle approche, ok. Et donc on voit pas, évidemment il n'y a pas trop de choses qui a l'air de se mettre en place ailleurs que tout ça. Voilà, donc on a un peu des informations de manière générale. Data, hop. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Ouais, bof. C'est pas ce qui est le plus fun à regarder. Bref, voilà. Nous connaître, notre travail, notre impact, etc. Donc voilà. C'est intéressant que je disais de le connaître parce que c'est un peu une référence que vous allez retrouver un peu partout. Que ce soit dans le milieu associatif, dans les politiques publiques ou même au niveau des entreprises. C'est vraiment un des critères. Pas un critère, enfin c'est pas vraiment ça le critère. C'est un des, ce qu'on peut dire outils. Je sais même pas si on peut dire outils. C'est en tout cas des données que vous allez retrouver. C'est on va dire ça comme ça, c'est des données. Alors effectivement, bon, il y en a qui, la fresque du climat s'inscrit notamment dans les outils de sensibilisation de communication. Donc moi c'est vrai que j'ai pas créé, mais j'ai une activité qui rentre aussi dans ça, qui n'est pas la fresque du climat, mais c'est une autre chose sur le réchauffement climatique. Donc fresque du climat, c'est quelque chose que je regarde, ça va. C'est un atelier participatif ludique qui repose sur l'intelligence connective. Donc ça peut se faire en grand groupe. Et donc c'est de découvrir l'impact, les liens de cause à effet des changements climatiques. Donc c'est quelque chose qui est assez connu, qui marche assez bien. Voilà, il y en a plein qui l'ont intégré dans leur programme de responsabilité sociétale des entreprises, donc RSE. Alors, c'est bien de dire, tiens, j'ai fait la fresque du climat, mais c'est pas la fresque du climat qui va changer le climat. Donc voilà, ça fait aussi un peu partie, comme je disais, du côté greenwashing, où les gens vont dire, ouais, on a participé à tel atelier, ok, super, mais ça ne dit pas que vous êtes convaincu après derrière de faire les bonnes actions, donc il faut quand même faire comme un minimum. Il faut un niveau d'action. Et ici, on reste un peu presque au niveau de la réception, quoi. Donc voilà, s'il se passe plus d'événements, c'est quand même plus pratique. Hop, voilà. Donc voilà, un référentiel identique. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Avoir un référentiel identique, c'est ça qui est quand même bien pratique. Et du coup, on peut aussi s'échanger les bonnes pratiques d'un pays à l'autre, même si toutes les réalités d'un pays à l'autre ne sont pas les mêmes, évidemment. Mais donc voilà. Au niveau de la Belgique, voilà, c'est quoi distance from achieving? Ok, ça c'est des statistiques pour un peu faire le lien justement à ce niveau-là chez nous. Question de distance, c'est quoi tout ça? J'aimerais bien voir un peu plus loin. Eurostat met à disposition de... Hop. Ouais, on ne sait pas agrandir. Oui, le lien de l'onglet. Hop. Ouais, mais c'est pas très clair comme ça. Donc, level of achievement. C'est pas super clair comme ça. On reconnaît effectivement les différents objectifs. Mais qu'est-ce que signifie toute cette petite ligne? On n'en a aucune idée. Ça, je trouve ça un peu dommage. Peut-être qu'en fait, c'est décomposé en sous-objectifs. Donc, oui, je ne sais pas du tout. Peut-être qu'il y en a qui sont réalisés, d'autres où il y a peut-être encore du travail à faire. Peut-être que ceux qui sont les plus bas, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Et ceux qui sont les plus hauts, c'est level of achievement to be attained. Donc voilà, ça c'est les objectifs à atteindre pour 2030. Donc on voit que il y a certains qui sont bien avancés dans l'implémentation ici, partenariat. Mais voilà, il y a d'autres endroits où
on y a atteint, d'autres pas. Donc, notamment ici au niveau du climat. Voilà, c'est pas tip top quoi. Donc ouais. Donc il y a certainement des stats à aller voir à droite à gauche pour un peu avoir tout ça. Voilà pour les objectifs de développement durable. Voilà, c'est juste pour en parler. C'est souvent je regarde, c'est des choses toujours intéressantes, toujours plus chouette de voir des visuels quand même. Ouais, ici ils ont fait avec des petites émoticônes, si vous voulez en parler avec des petites émoticônes. C'est toujours chouette aussi pour en parler avec les enfants. Alors, pourquoi j'en parle aussi? Parce que il y a quelques années, j'avais donné une formation à des jeunes étudiants en assistance sociale. Et, hop, je vais reprendre une image pour patienter. Comme ça, hop. Et donc, je voulais faire le lien entre ça qui est très généraliste et qui paraît très éloigné, et faire le lien avec voilà, le travail finalement de terrain, quoi. Comment on peut répondre à un objectif de développement durable. Voilà, je le prends ici en français. Quand... Hop, il est plus gros ici. Voilà. Comment on peut répondre à ces objectifs mais concrètement sur le terrain, même quand on rentre pas dans une gestion de projet ou quoi, quelles choses on peut faire au quotidien. Et donc j'étais juste parti avec le pas de pauvreté, parce que voilà, c'est celui qui parlait sans doute le plus facilement. Donc comment on peut un peu réduire les pauvretés au quotidien. Donc évidemment il y a tous les outils qui déjà existants, tous les dispositifs existants, mais si c'était suffisant, ce serait pas un objectif à réaliser. Donc comment on peut y arriver? Alors d'une part, ce que j'essaie de montrer, encore une fois, j'étais dans la perception égale réalité, puisque j'avais fait un petit questionnaire où j'avais donné, donc c'était un caout, et j'avais donné des réponses. Voilà, il y avait un choix sur 4. Et donc, il y avait évidemment la bonne réponse, mais je mettais aussi comme mauvaise réponse quelque chose que les gens pensent de manière générale. Donc, je sais pas qu'il y a telle chose qui est en augmentation, par exemple, alors qu'en fait, ça diminue depuis plusieurs années. Donc, voilà, des choses comme ça. Et donc, c'était un peu des pièges effectivement tendus pour montrer que la connaissance qu'on a par rapport à une population, par rapport à la pauvreté, des choses comme ça, en fait, par rapport à ce qu'on a l'impression, donc ce qui est perçu comme réel, ne l'est pas toujours, et c'est même parfois l'inverse. Et donc, il faut être attentif à ça, et donc éviter d'être influencé aussi par tout ça, parce que si on crée des projets par rapport à une perception de réalité plus qu'à la réalité, ben, évidemment, on va être à côté de la plaque par rapport à nos projets. Ensuite, c'était faire le lien avec ces personnes, directement avec les étudiants, pour leur montrer en fait quelle était leur capacité cachée. C'est-à-dire que je leur avais posé un peu les questions je sais plus exactement comment j'avais tourné ça, mais en gros c'était finalement c'est quoi vos soft skills à vous, quoi, d'une certaine manière. C'est quoi vos compétences non formelles, compétences transversales. Et donc les gens avaient vraiment du mal un peu à identifier tout ça, quoi, quand je leur posais cette question-là. Et du coup, après, c'était de dire, mais tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait du sport? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un job étudiant? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait ci ou qui fait ça? Et donc, évidemment, il y a des gens qui disent, oui, moi je fais ci, je fais là. Et je dis, mais un sport, on apprend d'une certaine manière à travailler en groupe, hein, puisqu'on on est une équipe et il faut parler dans l'équipe. Quand on travaille un job étudiant, quand même une gestion du stress ou quoi à faire, il y a quand même des compétences qu'on développe directement par ce travail-là, quoi. Et donc les gens réalisent, ah oui, effectivement, ils transposaient pas en fait ce qu'ils faisaient dans un coin, ils n'arrivent pas à le transposer pour pouvoir le mettre dans un autre endroit, quoi. Et en fait, quand on reçoit des gens en travail social, c'est un peu une des choses qui est possible de faire, c'est faire prendre conscience des ressources qu'ils ont.
et des ressources existantes et tout ça. Donc une des manières effectivement de lutter contre la pauvreté au quotidien, ben, c'est prendre conscience de ça, c'est dire ben, quelles sont les ressources indisponibles des gens et deux, quelles sont finalement les ressources disponibles pour les gens. C'est ça aussi. Et quand on mélange tout ça, ben, on peut arriver à quelque chose. Parce qu'il y a, voilà, il y a tout un travail pas médical à faire. Moi, je fais toujours le lien avec la médecine parce qu'il y a toujours un espèce de travail de diagnostic quand même à réaliser. On va dire, ok, c'est quoi les problèmes de la personne, mais il y a les problèmes que la personne me raconte et les problèmes qui sont réellement rencontrés. Encore une fois, là, je le dis, on rentre avec perception et réalité. Ce que la personne nous dit et ce que la personne réellement rencontre. Et donc voilà, il faut toujours un peu creuser, vérifier. C'est pas une question de mensonge, hein. C'est une question de... Voilà, on n'a pas toujours conscience des problèmes qu'on a. Et surtout des problèmes qui nous bloquent. Et donc c'est pour ça qu'il faut passer par cette phase un peu de diagnostic et creuser avec les gens et donc avoir une relation de confiance et compagnie. Et donc en partant de cette mobilisation des ressources internes et externes, on peut arriver à pas de pauvreté. Et mobiliser les ressources externes, ben ça c'est en demandant des politiques publiques, mais mobiliser les ressources internes, c'est de la méthodologie. C'est être capable d'être empathique réellement et d'avoir cette relation de confiance à la personne et de creuser un petit peu quels sont les problèmes en fait. Donc, et comment on peut les résoudre. Donc peut-être qu'on va dire que le problème, souvent on dit que c'est l'emploi. Et si je vais rencontrer une personne qui dans son logement ça va pas du tout, être dans son logement ça va la déprimer. Et la déprimer, c'est pas ça qui aide aussi pour chercher un emploi, quoi. Ça demande quand même un peu d'énergie positive et d'être bien pour chercher un emploi. Et si on rencontre d'autres problèmes à côté, évidemment on va pas chercher. Mais on estime, à moins des problèmes de santé, on estime que les autres problèmes ne sont pas limitants. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait un problème de logement, on estime que ça l'empêche pas de chercher un boulot. Alors oui, en termes de temps pur, ça n'empêche pas quelqu'un de chercher un boulot, mais on sait que ça occupe du temps dans la tête, ça occupe de l'espace dans la tête, et du coup, ça laisse pas de place pour autre chose. Donc voilà un peu l'exemple que j'avais donné par rapport à ça. Donc, et on peut faire le lien avec plein d'objectifs, et on peut faire le lien avec plein d'autres choses, avec plein d'autres publics, pour dire comment on peut contribuer à tout ça, à notre manière, et en mobilisant des petites choses. Et comme je dis, il y a plein de choses de l'ordre méthodologique qui finalement ne dépendent pas des politiques publiques. Et donc ça demande de la formation et de toujours être au courant de l'actualité, d'évoluer avec la population et donc vraiment d'anticiper tout ça. Donc voilà, pour faire le lien avec les objectifs de développement durable et donc le côté perception égale réalité auquel il faut finalement toujours être attentif. Yep, voilà. Alors, que dire d'autre non, pour l'instant, je pense que voilà, il est déjà 15h30 et tout. Donc, hop. Voilà un peu. Là, je m'étire. Hein. Parce que je suis un peu courbaturé à force de rester assis comme ça pendant 1h30, 2h. Donc, pour rappel, on a commencé à regarder un peu comment choisir ses jeux et éviter d'avoir une ludothèque trop chargée et surtout de trop dépenser. Ensuite, on a regardé un peu ensemble comment trouver des jeux par rapport à une thématique. Et notamment avec la science, on a vu un peu certains exemples. Et donc, moi, j'ai trouvé l'Alchimie 2, il y a ce côté addictif comme ça, alors qu'il est accessible gratuitement. Puis on va parler un peu du catch et faire le lien avec finalement notre quotidien, le catch et le travail et le jeu. Et puis on a parlé ici des objectifs du développement durable, en quoi c'est intéressant de les connaître et comment finalement on peut nous-mêmes à notre échelle y participer, quoi. Donc voilà. Si vous avez regardé jusque-là, bravo. Franchement, il va falloir que je vous remette un badge si vous l'avez fait plusieurs fois.
On se dit à la semaine prochaine. Voilà, ce sera encore une autre thématique. Je sais pas encore quoi. Je sais pas encore qu'est-ce qui va m'inspirer. Voilà, je me laisse toujours aller, hein. Le catch, par exemple, c'est une inspiration aussi un peu presque de dernière minute. Voilà, c'est toujours un peu comme ça. Je le fais en fonction de mes envies et de l'instant présent presque. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des événements jeux bientôt? Ouais, je sais qu'il y a le Je t'aime fin du mois, enfin j'en reparlerai. Je sais plus exactement les dates. 26 novembre, je crois. Je t'aime. Côté de Boxtal, si vous voulez un peu jouer. Puis voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site de oneaplay.be pour toutes les activités jeux qu'ils organisent eux aussi. Comme je dis, il y a de côté de Berkem, Saint-Agathe, du côté de Chet, voilà, Ludéo, le service de la Cocoff qui rassemble aussi un peu tous les événements ludiques à droite à gauche. Donc toujours intéressant d'aller voir ce qui se fait. Et puis voilà, les bars à jeux et autres qui sont ouverts aussi, d'autres occasions pour jouer. Et voilà, et autour d'une raclette aussi, hein, c'est possible. Hein. Faut choisir peut-être les jeux, évidemment, peut-être pas un jeu où il y a un plateau, parce qu'on va pas cramer le jeu. Mais voilà, des jeux peut-être où il y a juste des cartes ou quoi. Pourquoi pas. Voilà, des petits jeux comme ça. En mangeant une raclette, en mangeant une fondue ou autre. C'est toujours sympa. Voilà, je crois il y a plein de mots que j'arrête pas de répéter, genre sympa, alors, bof, ben, prof. Je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien. Voilà. Ne chopez pas un rhume, parce qu'il fait froid. Couvrez-vous, parce que j'entends qu'il pleut aussi. On se dit à bientôt. Donc, je rappelle, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux et compagnie. N'hésitez pas aussi, si vous voulez que j'aborde un sujet voilà, et que j'en parle, du coup, sur Twitch ou même sur les réseaux sociaux. Voilà, vous pouvez m'envoyer un message, un MP, me contacter via mon site web ou les réseaux sociaux. Comme ça, on est bon. Hop, petite transition, voilà. Sur ce, ciao ciao. Prudence. Voilà, amusez-vous. Et on se voit la semaine prochaine. Ciao ciao.